ben, mon virage vers le biologique, ça a été parce que ça a commencé avec des problèmes de santé. J'étais à 25 ans, je suis tombée malade. Puis, c'est ça, c'est parti de là. Je suis tombée très malade même. J'ai eu plusieurs mois d'arrêt de travail. Puis de là, j'allais voir des médecins, j'allais voir un peu partout. Puis en tout cas, je ne trouvais pas l'aide que j'avais besoin, tout ça. Finalement, je l'ai trouvé plus dans le milieu alternatif et tout ça. Puis à un moment donné, le déclic pour moi, ça a été, j'étais au chalet dans un hamac là, en plein mois de juillet avec à peu près 8 couvertures sur moi parce que je gelais tout le temps. Même mon métabolisme de base ne fonctionnait plus bien. Puis là, j'étais dans une revue, puis ça parlait des produits chimiques dans l'alimentation. Puis c'était une petite revue, là, en tout cas. Puis là, c'est là que mon déclic s'est fait pour moi. Je suis rentrée dans le chalet, j'ai commencé à ouvrir, à regarder tous les ingrédients sur les cannes, sur les pots, tout ça, ce que je mange. Parce que moi, je suis toujours cuisinée, mais je faisais confiance, puis j'achetais ce qu'il y avait dans les épiceries, puis en pensant que tout était correct, tu sais. Fait que j'ai commencé à regarder les ingrédients, puis là, je me disais, ça n'a pas de bon sens, parce que dans ma revue, il disait, exemple, tel est cancérigène, ou tout ça. Fait que là, je me suis mis à regarder tout ça, puis je me disais, oh mon Dieu, je peux bien être malade, tu sais, c'était comme... Fait que ça a été comme mon départ, ça. Puis de là, bien, j'étais allée suivre des cours en alimentation naturelle. Puis c'est devenu une passion pour moi. Là. Après ça, je suis devenue professeure et tout ça. Fait que c'est comme tombée dans une marmite. Là. C'est comme j'ai découvert mon chemin là, par la maladie. Fait que l'alimentation naturelle m'a amenée à l'agriculture biologique, à l'herboristerie, à la santé, la globalité de la santé, tout ça. Fait ce que je fais aujourd'hui. Fait que je pense que je n'avais pas eu ce pépin, mais c'est un cadeau finalement. Je n'avais pas eu ce problème de santé-là. À ce moment-là, bien, je pense pas que. En tout cas, c'est ça qui m'a vraiment. Puis j'ai découvert, c'est ça que j'étais hyper sensible aux produits chimiques et tout ça. Fait que. Aujourd'hui, j'ai 40 ans et j'ai bien plus d'énergie qu'on avait à 20 ans. Et beaucoup plus. Bien, comment ça se passe? C'est que tu as un inspecteur qui vient. Tu as toujours une année de pré-certification. La première année, tu n'es pas certifié, tu es en préparation de. Fait qu'on a eu l'inspecteur qui est venu l'année passée. C'est plusieurs heures qui passent chez toi à inspecter tes factures, tes lieux, tes endroits, les questions. J'ai aimé ça, j'étais bien contente parce que, bon, je suis dans le milieu, j'enseigne, puis j'ai pu voir vraiment de moi-même comment ça se passait l'inspection. Fait que j'ai trouvé ça intéressant, puis j'ai trouvé qu'il allait à fond. Puis ça m'a encouragée à dire, oui, c'est vrai que c'est sérieux, tu sais. Fait que ça se passe comme ça. Puis l'année suivante, mais là, quand que tu as rempli tout, tu as un cahier de charges à respecter. Tu as des petits ajustements à faire pour que ce soit plus facile pour l'inspecteur suivant de faire son inspection. Puis il y avait des petits ajustements simples à faire ici. J'avais des petites choses à faire remplir, des choses comme ça, des ajustements au niveau de la comptabilité. Puis l'année d'après, bien, il est revenu encore il y a 3 semaines. Puis là, bien, c'est ça, là, c'est officiel. Là. Cette année, on devenait officiellement certifié. Là. Peux-tu te rajouter une affaire juste avant? J'ai pensé à une affaire, l'importance des certifications aussi. Ça fait, comme là, tu sais, tantôt tu m'as demandé si, pourquoi maintenant on le faisait. Bien, en tout cas, là, je pense qu'il était prêt à le faire. Mais pourquoi c'est important aussi, c'est que c'est une chaîne. Moi, maintenant, à cause que je suis certifiée, bien, les personnes qui me fournissent ma germination, qui me fournissent mon pain, doivent l'être eux aussi. OK? Fait que c'est toute une petite chaîne qui est en train de se faire dans le Québec que je trouve fantastique. Fait que tu vois, la personne qui me fournissait la germination, bien, cette année, à cause que moi, j'étais certifiée, elle est allée chercher sa certification. La boulangerie avec qui je faisais affaire à Val-David, ils viennent de se certifier aussi. Parce que sinon, je ne pouvais plus être un client chez eux. Fait que je trouve ça super aussi que ça devient juste. Fait que là, on voit que c'est plus juste les producteurs. Là, ça s'étend vraiment là, dans toutes les autres. À cause qu'on est bio, on commence à avoir une clientèle. On a des gens, exemple, qui viennent des États-Unis, qui vont venir 2 fois par année parce que c'est biologique, OK? Parce qu'il y a une clientèle aussi qui vont venir pour ça. Il y a des gens qui vont venir, bon, parce qu'ils ont des cures spéciales, ils savent qu'on peut adapter des repas avec ça. Oui, mais en même temps, il y a une partie de la clientèle que c'est monsieur, madame, tout le monde, puis c'est ça qui m'intéresse aussi, parce que là, je trouve que le rôle éducatif, pour moi, est important. On rejoint plein de monde qui ne savent pas, qui vont arriver ici pour la première fois en vélo, peut-être venir prendre un petit lunch, venir voir les jardins, puis ça va être peut-être leur premier contact des fois avec les aliments biologiques ou végétariens, tout ça. Fait que ça, je suis contente qu'on n'a pas juste une clientèle déjà éduquée à ça, si tu veux, là. Mais on en a une partie, ça c'est sûr. Mais il y a une grosse partie que c'est aussi tout le monde, puis qui... Fait que c'est intéressant. Il y a des très bonnes entreprises avec lesquelles on fait affaire depuis longtemps, comme Mille et une saisons, qui sont des très belles entreprises. Je sais pas, on fait affaire avec Sato, on fait affaire avec la boulangerie La Vagabonde à Val-David pour nos pains, on fait affaire avec Pousse Soleil pour nos pousses, pour notre germination. On fait affaire avec Distribuvie pour les fruits et légumes. Puis on fait affaire aussi avec des producteurs locaux, avec la ferme de la Colline ici, avec la ferme Morgan, des fois. En tout cas, on fait affaire là, le plus possible local, évidemment. Ça, c'est toujours notre priorité. Là. Puis après ça, bien, c'est sûr qu'il y a des choses que là, ça va un peu plus loin. Mais on a des bons fournisseurs. Puis ici, dans les Laurentides, de plus en plus, il y a des fermes certifiées biologiques et tout ça. On commence à être
Puis ici, dans notre rang particulièrement, là, il y en a un rang où les gens de plus en plus se certifient. Fait qu'on est gâtés. Dans la région ici, ah oui, puis de plus en plus, surtout avec ce qu'Équiterre a fait avec les paniers, là, je veux dire, en tout cas, les gens, c'est rendu facile avec ça, c'est rendu incroyable. Là. Fait qu'ici, il y a plusieurs fermes. Dans notre région, il y a 3 à 4 fermes qui font des paniers. Fait que c'est sûr que moi, c'est pas les paniers. Bon, nous, on a une grosse partie, c'est notre jardin, puis après ça, je fais affaire avec les producteurs directs. Mais pour les gens de la région, c'est facile maintenant d'avoir du bio, là, c'est comme... Ah oui, puis les magasins alimentaires naturels sont tous en expansion, hein, on voit, hein, ça grossit, ils ont de plus en plus de... Hein, ici à Saint-Jovite, Vision Santé, c'est incroyable en quelques années comment ce magasin-là grossit, puis le nombre de personnel qui a augmenté, tout ça, là. Fait que tant mieux. C'est en augmentation au niveau du bio, de l'environnement et tout ça? Oui. Ah oui, puis j'espère de plus en plus. Je pense pas que ça soit une mode. Des fois, il y en a qui disent que c'est une mode, ça me surprendrait. Moi, depuis 15 ans, avec ce que je vois avec les gens, tu vois, il y a 15 ans, en alimentation naturelle, on défrichait. Là, les gens ne savaient pas grand-chose, ne savaient pas beaucoup de choses comparé à aujourd'hui. Puis c'était du défrichage qu'on faisait dans nos cours. Maintenant, dans nos cours, c'est le fun. Les gens ont déjà une grosse base, ils ont un intérêt. La santé, de plus en plus, avec les problèmes de santé, les gens sont conscients maintenant. Tu sais, il y a plein de belles choses. On voit plein de beaux documentaires. On sait ce qui se passe de plus en plus. Puis je pense que c'est juste ça. Moi, je veux toujours l'éducation parce que quand il y a de la connaissance, René Frappier dit toujours, comment elle dit ça, donc? Quand la connaissance est là, la conscience est là aussi. Tu sais, je veux dire, ça va tout ensemble. Fait que c'est comme. Puis je crois beaucoup à ce que disait la jeune fille d'Équiterre, je me souviens plus de son nom, mais acheter, c'est voter. Là. Moi, ça, c'est comme. Pour moi, c'est ça qui compte. Là. Tu sais, fait que je pense que c'est quelque chose qui va aller de l'avant, mais il faut, hein, parce que Hubert Reeve nous l'a dit, hein, en 2050, je pense que si on ne fait pas un revirement, je me souviens plus de sa phrase, là, mais c'était pas beau en tout cas. C'était comme. L'agriculture biologique, pour moi, c'est l'agriculture comme elle devrait se faire partout. Je comprends, en fait, j'allais dire je comprends pas, là, mais je comprends le phénomène des monocultures et tout ça, qu'est-ce qui a amené ça. Sauf que c'est triste pour moi, c'est un constat très triste de voir que actuellement l'agriculture biologique, c'est juste un petit pourcentage de toute l'agriculture qui se fait. Puis, c'est ça. Pour moi, j'espère que ça va se développer plus que ça l'est actuellement parce que le goût des aliments biologiques, des fruits et légumes particulièrement, c'est frappant, là, la différence de goût. Puis pour moi, une fois que tu fais la différence, après ça, tu peux plus revenir. Des fois, je dis que je goûte les engrais chimiques dans les légumes qui sont pas bio, puis ça fait rire le monde. Moi, je m'intéresse à l'agriculture biologique puis à l'alimentation saine depuis environ 4 ans. Ça correspond à peu près à l'année de naissance de ma fille. Premièrement, moi, j'ai fait le choix d'allaiter ma fille, donc d'y donner l'aliment humain le plus sain pour elle dès le départ. Ensuite de ça, j'ai voulu cuisiner pour elle des bons aliments extrêmement sains, tout ça pour qu'elle puisse bien grandir puis être bien nourrie. Et puis, je me suis intéressée à l'alimentation bio, aux denrées bio. J'ai commencé à acheter des denrées bio puis à cuisiner plus sainement. Et puis après ça, j'ai adhéré au programme ASC d'Équiterre, juste en tant qu'utilisatrice, que membre. Et puis, j'ai vraiment fait la différence de goût entre les aliments bio et les aliments non bio. Puis, j'ai jamais arrêté. Je continue. Je pense que les gens, ils veulent manger santé, mais ils ne sont pas encore prêts à payer le prix que ça coûte. Puis, ça coûte encore un peu cher, je pense, à mon avis. Nous autres, ce qu'on remarque ici, ce qui nous frappe, là, Puis, je dirais pas, moi, ce qui me frappe, mais les chefs qui ont travaillé ici, qui s'approvisionnaient dans des denrées non bio avant, puis qu'ici, ils doivent s'approvisionner en bio, trouvent ça un peu difficile. Parce que les produits sont pas toujours disponibles. Puis, il y a beaucoup de produits d'importation. Tu sais, par exemple, il y a 2 principaux fournisseurs, nous autres, chez qui on s'approvisionne. Puis l'été, on s'approvisionne aussi chez l'agriculteur qui fait partie du projet ASC pour lequel on est point de chute ici. Puis ce qu'on remarque, c'est qu'on achète des produits d'un distributeur québécois. Puis les produits, tu sais, ils viennent de, je sais pas, de la Californie, tu sais, puis là,
sont en Ontario, puis là, il y a un camion qui ramène de l'Ontario jusqu'ici. Puis ça c'est un peu un non-sens, c'est un peu... pour nous autres, c'est un peu aberrant, tout ça. Fait que je sais pas, comment ça pourrait évoluer, là, mais pour nous autres, c'est quelque chose qui est un non-sens avec ce qu'on veut faire, puis avec ce qu'on encourage, puis avec nos valeurs. La distribution est encore très commerciale. Oui, c'est ça. Donc, ça fait que des produits québécois qui sont disponibles sur nos listes, là, il n'y en a pas des tonnes. Fait que nous autres, on est super contents quand on peut acheter directement de l'agriculteur. Mais en même temps, ça va un petit peu à l'encontre des règles du marché, là, mais bon, on le fait dans une petite mesure. Tu crois-tu que c'est bien de spécialiser au Québec dans une sorte d'agriculture ou que ça soit diversifié? Une sorte d'agriculture, qu'est-ce que tu faisais par heure? Je pense que c'est pas du tout une bonne idée qu'au Québec, les gens s'y aient décidé un jour de se spécialiser dans une culture, parce que le phénomène de la monoculture, je pense que c'est ça qui amène toutes les catastrophes, puis tous les problèmes c'est des déséquilibres qui sont causés par ces choix-là, qui sont, à mon sens, vraiment des mauvais choix. Ici, on a 350 arpents. OK. Là-dessus, il y en a alentour de 200 juste pour le foin. Mettre dans un silo pour faire des belles carrées. Non, autosuffisant au complet. On achète les minéraux pour mettre dans le moulé. À part de ça, là, puis les concentrés. Un peu de tourteau de soya parce qu'on en produit pas assez, mais en général, c'est tout autosuffisant. Nous autres, le plan, c'est d'envoyer toute la Fédération des producteurs de lait. Eux autres, c'est dispatché soit à Saputo, à Gros-Pur, Siltes. C'est eux autres qui gèrent. Tout dépend du besoin de chaque transformateur. Non, la protéine, tu vas chercher ça avec la génétique de ton troupeau. Puis de la manière que tu soignes. Plus tu soignes en protéines, plus tu as de la protéine dans le lait, mais plus tu as du gras dans ton lait. Fait que plus ton lait est gras, moins tu as le droit de produire, mais plus tu es payé parce qu'il y a plus de protéines. C'est un cercle vicieux, là. OK. Dans quel sens c'est un cercle? Ben, si tu forces pour faire un lait avec de la protéine, en ayant de la protéine, tu soignes plus fort, fait que ton lait est plus gras, fait que tu as le droit d'envoyer moins de lait pour ton droit de produire. Si tu as le droit d'envoyer, mettons, 1000 litres par 2 jours, ça, ton 1000 litres est calculé selon le gras. Fait que si ton lait est très gras, au lieu d'envoyer 1000 litres, tu as le droit d'en envoyer peut-être 900. Fait que là, tu te ramasses avec un surplus de lait. Fait que ton surplus, il n'est pas payé. OK. Fait que tu soignes plus fort pour avoir plus de protéines, mais ça fait monter ton taux de gras. Fait que pour être payé plus cher, mais tu as le droit d'en envoyer moins. Fait qu'au bout de la ligne, Quand tu dis tu soignes plus fort, qu'est-ce que tu veux dire par là? tu mets plus de protéines dans ta moulée, OK. tu mets plus de soya, tu mets plus de ce qu'on appelle du concentré. C'est de la protéine artificielle, dans le fond. OK. En soignant plus en protéines, tes vaches produisent plus. Est-ce que c'est rentable aujourd'hui, une ferme? C'est-tu difficile? C'est difficile, oui puis non. C'est des heures, c'est 7 jours semaine. Faut pas que tu comptes tes heures. L'été, c'est des grosses saisons. Les semences, après ça le foin, après ça les récoltes. C'est Dame Nature qui nous gère. Fait que s'il fait pas beau toute la semaine, le samedi puis le dimanche, il faut t'embrer et tu fasses les journées doubles. C'est toujours la température qui nous tient tout le temps. Puis en ce moment, les systèmes agricoles au Québec, pensez-vous qu'il est, pour subvenir aux besoins des agriculteurs, est correct pour le soutien financier, tout ça? Ça a déjà été pas pire, mais c'est comme partout. Avant ça, ils nous payaient ils nous donnaient des subventions, faire des fossés, faire du drainage. Aujourd'hui, tu n'as plus ça. Il n'y a plus rien nulle part. Avant ça, il y avait une subvention fédérale pour le lait. Il n'y en a plus. Ça a été enlevé. Ou presque plus. Il ne faut même plus en parler. Fait que de plus en plus, il faut qu'un gars s'organise pour couper les dépenses partout. Les agriculteurs sont endettés, en majorité? Oui, beaucoup. Les terres sont pas achetables. Le quota, dans le moment, ça coûte
à environ une trentaine de mille piastres pour tirer 2 vaches de plus par jour. Fait que moi, du jour au lendemain, je veux traire plus de vaches. Ça me coûte 30 000 piastres pour en mettre 2 au bout de la ligne. Ça, on parle de 2 à l'année. Ça veut dire une vache et demie, parce qu'une vache traite pendant 9 mois. Puis après ça, elle a 3 mois d'attente, en attendant qu'elle ait son veau. Puis après qu'elle a eu le veau, elle recommence. C'est lactation. Fait que c'est 30 000 piastres pour avoir le droit de traire 2 vaches pendant une année. Puis ça, on appelle ça, le 30 000 piastres, c'est 1 kilo de quota qu'ils appellent par jour qu'on a à fournir. Puis ce kilo de quota-là par jour qu'on a à fournir, au bout de l'année, il nous rapporte peut-être alentour de 5 000 piastres. Là-dessus, tu as toute la machinerie pour faire ton foin, tout le reste, la machinerie pour en dedans de l'étable, le coût de la vache, l'électricité, mon salaire, le salaire du monde que j'engage l'été. Pensez-vous que les gens sont conscients de ce que ça coûte un produit agricole à produire? Est-ce qu'ils achètent ça à l'épicerie? Non, ils n'ont aucune idée. Ils n'ont aucune idée de ce que ça coûte. On change souvent que les gaz augmentent, mais quand les fruits augmentent, ça, on change. Les fruits, le prix du lait. Le lait n'est pas cher au magasin. Si on regarde tout ce que ça prend pour fournir 1 litre de lait, là, il est vraiment pas cher. Fait qu'on devrait payer plus. Ben là, vous devriez payer plus, c'est sûr, mais c'est pas sûr qu'ils vont en venir plus dans mes poches si vous en payez plus. Il y en a d'autres qui vont prendre la partie du gâteau qui vont les garder pour eux autres. Là. Et il y a les transformateurs et toute cette gang-là en haut de nous autres. Hein. Fait que nous autres, le prix du lait, c'est pas nous autres qui le fait. C'est les transformateurs qui font le prix. Eux autres n'en font pas mal plus que nous autres. Parce que quand ils partent d'ici, le lait, il est complet. Puis rendu, quand vous le prenez au magasin, il n'y a plus rien, il n'y a plus de crème. Si vous prenez du lait écrémé, c'est de l'eau blanche. Hein? On appelle même plus ça du lait. Puis vous le payez encore assez cher. Vous le payez plus cher que moi, je vends mon lait entier. C'est possible aujourd'hui de quelqu'un qui n'a pas de terre agricole, tout ça, de partir à zéro, c'est possible? Ou... Non, non, c'est impossible. Impossible. Au prix qui est le quota, que, comme je t'ai dit le prix tout à l'heure, ça coûte 30 000 piastres pour 1 kilo de quota. Un cultivateur comme moi, pour être à l'aise, pour fonctionner comme il faut, ça y prend au moins un 20 à 25 kg de quota. Fait que c'est pas dur, mais 20 kg à 30 000 piastres, ben, tu te ramasses avec 600 000 piastres de quota. Là, tu n'as pas d'animaux, tu n'as pas de terre, tu n'as pas de bâtiment, tu n'as pas de machinerie. Tu payes une entreprise comme ici, ça peut valoir 1,5 million bien facilement. Quelqu'un qui a 1,5 million dans ses poches, il n'ira pas investir ça dans une ferme pour travailler 7 jours semaine. Là. Il va s'amuser avec d'autres choses. Là. Ou il va en acheter une plus petite, puis il va faire gentleman farmer. Tu peux pas partir à zéro, il faut que ça soit de père en fils, ou ben non, associé avec quelqu'un. Ça va prendre 2 générations avant de sortir du tout. Quelqu'un qui déciderait d'acheter demain matin, là, lui, il ne verra pas la fin. Mais moi, c'est 4e génération. Fait que, je suis associé avec mon père. Les transferts se font tranquillement. Fait que c'est comme ça que tu viens à bout de passer au travers. C'est sûr que ça ne me coûtera pas 1,5 million, là, pour être réaliste. Là. C'est des ententes qu'on a. Fait que, ça se transfère d'une autre manière. Là, moi, je peux passer au travail, oui, parce que j'ai été élevé là-dessus. Puis depuis l'âge de 16 ans que je suis producteur laitier, j'ai lâché l'école à 16 ans. Puis depuis ce temps-là que je suis sur cette route-là. Puis, qu'est-ce que tu penses de l'Union paysanne? C'est une chose qui est intéressante. C'est bon, bénéfique qu'il y ait un deuxième syndicat sur l'agricole qui arrive? Ça dépend où c'est que tu t'enlignes. Comme moi, l'Union paysanne, moi, je suis pas dans le biologique. Ça ne m'intéresse pas de m'en aller dans le biologique parce que je cultive à peu près 500 arpents de terre. Essayer de faire de la culture biologique, c'est bien du manuel. Mettons, tu sèmes ton blé d'Inde, au lieu d'arroser avec de l'herbicide, tu es obligé de passer un sarcleur. Tu vas te promener avec ton sarcleur 2-3 fois dans l'année pour arracher la mauvaise herbe qui va pousser. Puis quand tu fais tes semences, tu ne mets pas d'engrais. Fait que là, il faut que tu te concentres avec tes fumiers. Il ne faut pas tailler de grande terre. Tu sais, comme moi, il faudrait que j'aille, mettons, 100 arpents total. Avec 100 arpents, je ne peux pas nourrir mes animaux.
pourrais faire du biologique sans tarpin, mais je ne peux pas nourrir mes animaux. Là. Avec sans tarpin, c'est impossible. C'est parce que biologique, tu oublies les herbicides, tu oublies les pesticides, tu oublies l'engrais, tu oublies tout. Et on tombe à l'ancien temps, là, à essayer de tuer les mauvaises herbes avec une pioche. Là, de toute façon, c'est régi par le gouvernement, ça. Vous avez des cahiers de charges à suivre ou c'est. Avant, non, mais depuis un an, mettons, là, le programme de fertilisation est rendu obligatoire. Fait que plus ça va, pour acheter de l'engrais, tu vas être obligé d'avoir des analyses de terrain. Fait que le monde ne sera plus capable d'acheter plus d'engrais qu'ils en ont besoin. Mais encore là, ça serait une autre game. Là. Ils vont toujours avoir des moyens de passer au côté et avoir ce que tu as besoin. Ça c'est toujours fait. Puis des fois, est-ce que vous êtes craintif de savoir qu'est-ce qu'il y a dans leurs affaires ou vous faites confiance? Bof! On va dire, t'achètes le produit que tu as besoin pour le problème que tu as. Si tu as un problème de moutarde, tu vas acheter un stuff qui va tuer la moutarde. Si tu as un problème de chien dent, là, ça te prend le produit qui va tuer le chien dent. Parce que c'est des produits bien sélectifs. Ton produit, il est bon pour 3-4 affaires, comme dans l'avoine, on arrose, nous autres, c'est bon pour l'herbe à poux, c'est bon pour la moutarde, c'est bon pour, mettons, 7-8 autres espèces. Mettons qu'on parle de produits à feuilles larges, il va tuer toutes les feuilles larges. C'est ce qu'on appelle la moutarde, l'herbe à poux, c'est de la grosse feuille. Si on parle de chien dent, c'est une feuille fine. Ça veut dire que le produit qui est bon pour tuer le chien dent, il va tuer ton orge ou ton avoine, parce que c'est une feuille fine. Fait que si tu arroses avec un produit qui est bon pour les feuilles larges, ton avoine va résister, mais il va tuer juste les feuilles larges qui sont poussées pour aller en place. C'est bien sélectif. Il y a tout bien 100 produits, c'est sélectif. Tu achètes ce que tu as besoin et ce que tu veux. Si tu n'ambitionnes pas ces quantités, tu n'auras pas de problème. Mais si tu ne veux pas manquer ton coup, puis tu mets 3 fois à dose, puis tu arroses, c'est sûr qu'il y a eu de l'abus. Il va toujours avoir de l'abus. C'est toi qui veux être ton affaire. Là. Le monde sont assez endettés, oui. Okay. Je dirais que je ne peux pas dire comment de dette qu'ils ont, mais ils sont endettés à cause du coût de la machinerie, le coût des terres. Ils pognent des années que cette année, le blé d'Inde ne se vend presque pas. Il y a eu une très grosse récolte. Le blé d'Inde est à 120$ la tonne de ce temps-là. Que là, 3, 4, 5 ans, il était à 200$. Puis produire du blé d'Inde, ça coûte pas bien loin de 90 à 100$ le produit. Fait que s'il n'y aura pas l'assurance stabilisation, là, il y en a un Christy de l'eau qui pèterait. Ils seront obligés de mettre la clé dans la porte. Il y en a bien qui vivent bien qu'avec l'assurance stabilisation, c'est ce qui lui reste dans les poches. Puis la machinerie, c'est pas achetable. Les tracteurs à 100 000$ sont pas rares. Puis les terres de ce temps-là, dans ce coin-ci, ils valent alentour de 3 à 4 000$ la repère. C'est pas dur à compter. Les agriculteurs sont endettés, oui. Ça, c'est vrai. Ça fait 25 ans. On a commencé en 78 à faire de l'agriculture biologique. Avant, disons qu'on faisait l'agriculture conventionnelle. Là. Ça s'est échelonné sur, disons que je suis agriculteur depuis 71. Fait que j'ai commencé en 78 à faire de l'agriculture biologique. On est en 2003, on peut dire que ça fait 25 ans. Là. Dans le temps, nous autres, c'est dire que depuis 1975 qu'on faisait du bon fourrage, du fourrage de qualité. Là. C'est que le fourrage de qualité fait donner de la production vache, une production importante à des vaches. Ça fait que l'année que c'est arrivé, c'était probablement un peu hasard. Là. On avait une vache qu'on avait achetée de l'Ontario. Dans le temps, on avait acheté quelques animaux de l'Ontario parce qu'on n'avait pas de sujet pur sang. Puis on avait une vache qui était petite, là, elle pesait 1000 livres. Je vous parle en livres parce que dans le temps, c'était en livres, mais elle donnait 100 livres de lait par jour. Puis cette vache-là avait le défaut qu'elle donnait du lait, mais après ça, elle tombait malade un mois après. Parce qu'aujourd'hui, on sait parce qu'elle donnait trop de lait pour sa grosseur. Parce qu'on lui donnait trop de... Mais le vétérinaire, il disait que là, elle faisait du déchaussement de sabots. Puis elle tenait qu'elle n'avait plus de sabots. Ça fait que nous autres, avec le temps, on pensait que c'était vraiment... le vétérinaire disait qu'on a tout essayé. Notre vendeur de moulée, il disait que c'était notre ensilage, notre fourrage. Notre fourrage, l'agronome disait que notre fourrage était bon. Finalement, le vétérinaire il a fini par nous dire que notre vache était allergique à la poussière d'étable. Elle faisait des réactions pulmonaires aussi. Puis à partir de ça, étant donné que nous autres, la vache elle était performante,
ben, la vache, elle tombait malade. Elle tombait malade, mais là, nous autres, on s'est aperçu que la vache, ce qu'elle faisait, aujourd'hui, on le sait, c'était de l'acidose. Puis, on lui donnait trop de grains, autrement dit. On a nourri ça comme un porc. Puis, la vache était un ruminant. Ça fait qu'à partir de là, dans cette année-là, étant donné que le vétérinaire avait dit ça, puis cette vache-là, on n'avait aucun choix, là, elle mourait. Ça fait qu'on a décidé que, là, on a regardé les quantités, puis on a dit si des fois, c'était les grains qu'on lui donnait en trop. Puis là, on s'est fait une mesure approximative, on a dit on va y diminuer le grain jusqu'à un certain niveau. Jusqu'à un certain niveau qui était pour respecter la fibre dans l'alimentation, étant donné qu'on a dit on a commencé à lire avant que c'était un ruminant. On a dit, étant donné que c'est un ruminant, on dit on va diminuer les grains pour respecter une fibre minimum dans l'alimentation. Puis notre vieille vache, là, a fait plus de lait qu'elle n'avait jamais fait. Puis loin de mourir, elle est revenue, puis elle a tous ses symptômes respiratoires, puis tout ça, ses sabots a guéri, puis elle a donné plus de lait cette année-là qu'elle n'avait jamais donné. Fait que là, on a dit donc les agronomes n'ont pas raison. Fait qu'à partir de là, on a mis en doute tout ce qui se faisait. Puis quand je dis mettre en doute tout ce qui se faisait, là, on a mis en doute vraiment tout ce qui se faisait sur la ferme. Nous autres, on disait jusqu'à aller la grosseur du piquet de clôture avec le gars qui tient la masse pour faire ses piquets. J'ai tout le temps lu beaucoup. Puis mon frère a un peu la même aptitude. Puis nous autres, on conversait beaucoup. Ça fait qu'on s'est acheté des livres. On a lu sur l'agriculture. C'était quoi l'agriculture, puis c'est quoi les bases d'agriculture. Nos livres de base, c'était un livre de H.P. Roche, là, un Allemand là, qui parlait de la structure de sol, puis les composants du sol, puis là, la vie du sol. Puis là, on a dit, si notre vache, elle répond comme ça, c'est parce que notre aliment est débalancé. Puis avec le temps, nous autres, étant donné qu'on a suivi les recommandations des agronomes, puis étant donné qu'on avait un sol qui était pauvre, eux autres, ils nous faisaient mettre des quantités importantes d'engrais chimique, dans le temps. Aujourd'hui, on dit engrais minéral. Ça fait que là, avec le temps, bien, étant donné qu'on voulait faire de la luzerne, puis on voulait faire ce que les gens nous demandaient de faire. Ça fait que là, on manquait de bore, on manquait de magnésium, on manquait de... Ça fait que notre sol, dans l'espace de 71, on a commencé en 74, on met dans l'engrais chimique, dans l'espace de 4 à 5 ans, il est parti d'un sol équilibré à un sol déséquilibré. Fait que là, on a dit, c'est l'intervention qu'on a faite qui était mauvaise. Donc, l'engrais qu'on a mis n'est pas bonne. Fait que si l'engrais qu'on a mis n'est pas bonne, donc il faut changer. Il ne faut plus mettre d'engrais. Cette année-là, on avait acheté quelque chose comme 50 tonnes d'engrais chimiques qui étaient achetés, puis étaient dans le garage, puis on ne l'a pas mis. On dit, on ne l'en mettra pas cette année. Fait qu'on dit, si ça ne pousse pas, le pic peut nous arriver à la première coupe, on n'en mettra pas, on en mettra pour la deuxième coupe. Mais ça a poussé. Puis cet engrais-là, on ne l'a jamais remis, on l'a vendu. On ne l'a jamais remis, on l'a vendu à d'autres producteurs. En agriculture, c'est pas une chose qui est payante. Premièrement, ça n'a jamais été payant. Ça n'a jamais été payant parce que c'est le contexte économique qui fait que c'est pas payant. Parce que aussitôt que les produits il y a une valeur ajoutée pour le produit ou il y a une technique qui fait que le produit serait... comment que je te dirais bien ça? Que le produit serait moins cher à produire, bien, c'est le prix baisse au consommateur parce que ça marche avec l'offre et la demande. Ça fait que le prix baisse. Aussitôt, l'agriculteur, je prenais un exemple d'un monsieur dans le coin de Saint-Hyacinthe que j'ai rencontré. Puis il dit, moi, il dit, quand j'étais jeune, je me rappelle, dans le temps de mon père, il dit du maïs, il dit, on faisait 2 tonnes à l'orgue, puis il dit, on disait, c'est pas facile dans le maïs, là. Il dit, aujourd'hui, on est rendu à 10 tonnes. 10 tonnes, puis il dit, on n'est pas mieux qu'on était. Il dit, tout le monde autour de nous autres vivent mieux, mais nous autres, il dit, on n'a pas plus d'argent qu'on en avait, là, 20 ans, là. Puis moi, en agriculture, j'ai commencé, je ne connaissais rien en agriculture, j'ai suivi des cours, j'avais été élevé sur une ferme, mais je suivais des cours, nous autres, on appelait ça à l'université, ici à Saint-Méthode, des cours pour adultes en agriculture. Puis il y avait des messieurs là qui avaient, moi j'avais 22 ans, 23 ans, il y avait des messieurs là qui avaient 60 ans. Puis le monsieur, il dit, l'agriculture, là, il dit, dans le temps, il dit, c'était dur. Mais là, il dit, aujourd'hui, c'est plus dur, mais ça va venir facile. Mais ça fait 30 ans de ça, puis je peux vous dire aujourd'hui que l'agriculture, c'est pire que c'était parce que la marge de manœuvre n'est pas là. C'est la marge qui compte. Ce qui compte, là, c'est que tu restes du revenu pour vivre puis bien vivre. Puis là, aujourd'hui, on est rendu avec des grosses entreprises, en règle générale, là, en conventionnel, avec beaucoup de valeur. Mais la marge n'est pas là. Les gens en agriculture, ils travaillent, ils font beaucoup d'heures. La charge de travail est importante, des fois, souvent, 7 jours par semaine. Puis il n'y a pas la rémunération du travail, là, comme on compare aux autres, au restant de la population. Tout l'avantage technologique qui s'est fait sur les fermes pour produire plus, puis c'est beaucoup plus performant que c'était, mais ça a été transféré au consommateur, c'est le consommateur qui en bénéficie.
ne veut pas dire que ça revenait juste à l'agriculteur, là, mais il pourrait avoir un partage plus équitable là, de la richesse, autrement dit. Mais nous autres, on dit que c'est plus rentable parce que nous autres, on fait une agriculture, on dit biologique aujourd'hui, mais c'est une agriculture écologique. On vit avec notre milieu. On vit avec ce qui pousse ici. Nous autres, on est à Saint-Félicien, au Lac-Saint-Jean. On vit avec ce qui pousse. On vit identifié avant. On vit avec ce qui pousse dans notre région. Puis on vit avec ce qui pousse sur nos terres. Puis nos animaux, on les nourrit avec ce qui pousse vraiment en arrière de l'étable. Ça fait qu'on n'essaie pas de substituer l'aliment des vaches pour les rendre plus performantes. On leur donne ce qui pousse. Puis avec, en certaines proportions, là, il y a beaucoup d'ajustements, mais ça reste qu'on vit avec ça. C'est pour ça que là, ça peut être rentable, parce que nos dépenses d'exploitation, ils sont plus basses à cause de ça, parce que nous autres, on n'utilise aucun produit de synthèse. Ça veut dire qu'on n'utilise aucun pesticide, herbicide, insecticide, fongicide, ni engrais minéraux. Puis on n'utilise aucun supplément protéique pour les animaux, puis minéraux concentrés, un peu de minéraux concentrés, puis du sel. C'est tout ce qu'on utilise, c'est tout ce qu'on achète comme intrant. Ça fait que nos dépenses d'exploitation sont limitées aux dépenses, pour la machinerie, là, les dépenses de base, mais toutes ces choses-là là, sauvent beaucoup. Là. Puis après ça, le vétérinaire, tout ce qui a de soins animaux. Nous autres, la base de l'agriculture biologique, en fin de compte, c'est l'équilibre. Nous autres, ce qu'on recherche, c'est l'équilibre dans notre sol. On essaie d'équilibrer nos sols pour ne pas lui donner trop d'azote et de potasse. Là, tu prends de la farine de plume, puis le déchet des poulets. Là, ça, c'est recueilli, puis c'est donné des animaux. OK? Les animaux, ils font le vie, puis quand ils sont abattus, ils prennent cette farine de viande, la farine de viande des bovins. Là, ils leur donnent aux poules. Puis là, à un moment donné, après ça, quand ces poules-là sont abattues, bien, cette farine de viande-là, bien, ils leur donnent aux animaux. Puis jusqu'à quel point que c'est pour ça que les maladies, à un moment donné, ils peuvent se propager. Puis pourquoi ils font ça? C'est une question de... Question de pièces. Juste une question de pièces. C'est parce que la farine de viande, c'est quand même concentré. Aussitôt que tu parles gras concentré de viande, bien, si tu manges du gras, oui, tu sais. Si tu manges du beurre, c'est riche, donc c'est concentré, donc c'est nourrissant. C'est vrai pour les animaux. La viande, c'est plus nourrissant que de la salade. Tout le monde sait ça, là. C'est pas besoin de chercher longtemps. Le Québécois moyen ou le Nord-Américain moyen, là, c'est quoi le problème du Nord-Américain moyen? Les jeunes, ils sont obèses, l'obésité des jeunes. Les gens, ils sont amorphes, ils sont lents, puis ils n'ont pas d'énergie, puis après ça, ils engraissent. La population en général, le taux d'obésité est rendu pratiquement à 50 %. Ils parlent des Américains en particulier, mais habituellement, nous autres, on suit pas loin en arrière, là. C'est quoi le problème? C'est qu'ils donnent... en Europe, ils parlent d'implants pour les animaux, pour le bœuf, là. C'est qu'ils donnent au bœuf dans les packs d'engraissement. Dans les packs d'engraissement, ils donnent des hormones aux animaux, des hormones qui sont mises dans les oreilles, là. C'est des hormones qui sont régies par le gouvernement fédéral, puis c'est des hormones qui sont acceptées, là, acceptées au Canada. Puis ces hormones-là, c'est qu'ils font. Ils rendent le bœuf... ils donnent de l'appétit, puis ils gèlent un peu. Là, ils le rendent moins actif, puis ils donnent de l'appétit. Ça fait que le bœuf, il engraisse plus vite pour donner une viande plus grasse, puis plus rapidement, puis moins chère. Ça fait que là, il engraisse plus vite. Puis le monde qui mange ça, bien, le monde qui mange ça, c'est qui ont le monde à cette heure. Ils ont de l'appétit, puis ils engraissent. Ça fait que c'est quoi, là, tu sais? Alors, tout ce que les animaux consomment, nous, on le consomme? Bien, directement, oui. Tu vas parler à toutes les femmes, tous les hommes qui ont une femme ou qui ont eu des enfants, ils savent très bien qu'une femme, aussitôt qu'elle nourrit, elle fait très attention à l'alimentation, pour le lait, là. Elle fait très attention à ce qu'elle mange, parce que le bébé, là, c'est bien de valeur. Si tu manges du brocoli, tous les gens savent ça, ou il y a des choses qu'il ne faut pas qu'ils consomment quand tu nourris un bébé, parce que le bébé, là, tu manges du brocoli, c'est dans le ciel du bébé le lendemain matin, là. C'est vert, puis c'est vrai, là. Tout le monde sait ça, là. Puis de ce côté-là, à part de la tête, une vache, là, côté animal, là, c'est la vache qui va manger du fourrage, mais le lait, il donne ce qu'il y a dans le fourrage. L'aliment, il répond directement, puis c'est vrai pour la viande, puis tout le monde sait ça aussi, puis c'est vrai pour le gibier aussi. Tu vas me rendre une truite, tu vas aller à la pêche, un exemple. Tu vas à la pêche, si tu prends un lac de savane, de sable, là, la truite, elle ne goûte pas la même chose qu'un lac de terre, là. La truite a un goût différent, puis tu prends des lièvres, un lièvre d'une sapinière, ça ne goûte pas pareil comme un lièvre d'une forêt de feuillus.
Ça, en tout cas, les chasseurs vont vous le dire, puis c'est réel. Ça veut dire que l'aliment goûte l'animal, en fin de compte, que tu consommes, puis le lait, les produits animaux, ils goûtent ce que l'animal consomme. Ça veut dire que si tu te fais manger tes animaux de la farine de viande qui est cuite, ben, tu as des chances qu'il y ait des résidus de goût dans l'alimentation. Jusqu'à quel point, toi, tu es capable de le détecter, ça, c'est une autre histoire. Parce que jusqu'à quel point que l'homme est encore capable de détecter les goûts puis ces choses-là. Ça, c'est toute une autre histoire. Mais ça reste que le résidu, que tu le veuilles, que tu ne le veuilles pas, il est là. Chaque fois que tu... puis quand tu regardes toute la base de l'alimentation, en fin de compte, l'homme, il est à la fin de l'échelle alimentaire. La base de l'alimentation, quelqu'un qui va arroser son champ pour semer du maïs avec un herbicide qui est reconnu au niveau provincial, là, je ne vais pas rien dire là-dessus, là. Il va arroser son champ avec un herbicide, supposément qu'il n'y a pas de résidus là-dedans, mais quand même qu'il y aura une trace de résidu dans cet herbicide-là. OK? Il y a une trace de résidu dans l'herbicide, on va dire qu'il y a une trace. Bien, cette trace-là, elle suit le maïs. Puis, si les gens ils ont mis des engrais minéraux avec des concentrés d'engrais minéraux, puis il y a une trace, mettez une trace qui est dans son maïs, bien, il va le suivre aussi. Puis les gens ils ont mis de l'insecticide, il y a encore une trace de résidu, bien, ça va le suivre aussi. Bon, OK, vous arrivez avec un grain de maïs là, qui est un grain de maïs, puis il y a 3 petites traces. En prend 3, il peut en avoir plus, mais en prend 3. Là. Il y a 3 traces dedans. Ce grain de maïs-là, il est mangé par un animal. Bien, cet animal-là, lui, il ramasse les 3 traces qu'il y a dans le maïs. Mais s'il a mangé du soya, il peut avoir 3 ou 4 traces dans le soya. Puis s'il a mangé la farine de viande, là, qui avait déjà des traces de génération en génération qui se raccumulent, bien, la trace, bien, est tout le temps là. Puis les traces, bien, il y a 3 ou 4 traces dans 3 ou 4 affaires, bien, ça ramasse que. Puis l'animal, bien, qui va manger en plus des aliments qui ont des traces dedans, puis ça peut être dans l'eau. Bien, les traces, c'est quoi, là? Il y en a de plus en plus de traces, puis là, ça se combine. Puis toi, au bout du compte, tu manges de cet animal-là, ou tu manges le produit de cet animal-là qui est là, bien, tu as encore des traces. En tout cas, vous allez me dire, oh, tu rêves en couleur, c'est des affaires flyées, là. Mais ça reste que ces traces-là, ils peuvent être réels. C'est peut-être un doute, là. Ils peuvent être réels. Puis après ça, il y a des traces de quoi? Il peut y avoir des traces de savon, il peut y avoir des traces de transformation de produits, là. Puis au bout du compte, toi, tu consommes. Toi, tu consommes. Puis là, tu arrives, tu dis, à un moment donné, je ne suis pas chanceux, je suis malade. Pourquoi que le porc est comme ça aujourd'hui, puis les porcheries sont aseptisées, puis les porcs sont nourris de telle façon, parce que les consommateurs, ils veulent avoir un porc qui coûte le moins cher possible, qui réponde à certaines normes. Puis le porc, il s'est développé que pour avoir le prix là sur le marché, mais c'est cette façon-là qu'il faut qu'il le fasse. C'est pas un effet du hasard, là. Envoyez pas des porcs en liberté, puis avoir des porcs faits à long terme, mais le porc, il ne coûtera pas ce prix-là aujourd'hui, là. Ça fait que c'est un choix que la société a fait. Mais là, que le monde ne quitte pas que le porc, ça sent mauvais, là. Pour avoir du porc comme ça, il faut qu'il te fasse de même. La recette est rendue là. Ou que ça aurait dû arrêter puis aller pour un porc plus écologique ou plus naturel, bien là, c'est au consommateur. C'est comme au consommateur de décider. Mais c'est la recherche qui a poussé. Puis la recherche, bien souvent, c'est subventionné par les gouvernements. Puis les gouvernements, ils font faire de la recherche pour perfectionner les techniques. Mais on peut faire autrement. Moi, je suis convaincu qu'on peut faire autrement, mais il faut changer la technique, mais il faut que le consommateur soit prêt à payer un produit qui est différent. Puis, dans le fond, c'est le consommateur qui décide. Comme consommateur, à chaque fois que tu achètes quelque chose à l'épicerie, tu décides la personne que tu vas faire vivre au bout de la ligne. Ça fait que si tu achètes un concombre qui est cultivé biologique, bien, tu décides que c'est un producteur biologique que tu vas faire vivre. Si tu arrêtes un concombre qui est cultivé chimiquement d'une serre hydrophonique, bien, tu décides que c'est un producteur de serre hydroponique que tu vas faire vivre. C'est toi qui décides comme consommateur. Mais jusqu'à quel point que les gens ils ont cette conscience-là que c'est eux qui décident, là, c'est une autre histoire. Collectivement, on l'a tout, mais quand tu arrives, il faut payer ton épicerie, mais tu te dis, moi, il faut que j'arrive dans mon budget, là, c'est un bon moment donné, tu coupes à quelque part. Puis souvent, c'est au détriment d'un autre produit. D'ailleurs, nous autres, on fait affaire, on vend du fromage à Montréal, là, puis on va dans les grosses chaînes de boutiques d'aliments naturels. Puis eux autres, ils ne veulent pas faire affaire directement avec nous autres, parce qu'eux autres, ils ont trop de marques, là, il y a trop d'affaires. Ils disent, moi, il va voir avec un distributeur, là, puis il dit, fais affaire avec le distributeur, moi, je vais acheter des distributeurs. Parce qu'eux autres, ils disent, ça finit plus, là. Côté gestion, il faut que tu fasses un petit chèque avec tout le monde, puis il n'y a pas des gros volumes. Fait que, mais au bout du compte, c'est le consommateur qui paye. Chaque fois qu'un distributeur y touche,
c'est un autre 10, 15, 20 qui se rajoute là, à la facture. Mais le consommateur, puis là, le détaillant, ben, lui, il reprend son autre pourcentage, fait qu'il se ramasse que c'est le consommateur qui paye. Mais on s'est fait dire, nous autres, comme producteurs, pourquoi vous vendez votre fromage aussi cher au marché? Il dit, si vous le vendez moins cher, on pourrait le payer moins cher. Il dit, madame, il y a des marchands nous autres, on le vend, puis ils multiplient le prix par 2, là. Pratiquement par 2, là. Nous autres, on le produit, on passe la base, là. Nous autres, on prend le lait, on le produit, on le transforme, on l'emballe, puis on le livre à un prix qui peut être, un exemple, 4 $. J'ai envoyé un prix exemple pour un morceau de fromage. Puis le monsieur, lui, il prend, puis il y a un code barre dessus, puis il ne touche pas pantoute, puis lui, il vend 7,59 $. C'est pratiquement 2 fois le prix. Là. Alors, le gars, il dit non, moi, je prends mon 47 %, c'est normal. Puis 47 % du prix de détail. Mais ça fait pratiquement 2 fois le prix. Puis lui, le fromage, il est garanti. S'il ne le vend pas, le lendemain, il le ramasse. Alors, il faut le ramasser parce qu'il supposément qu'il est plus bon. Là. Mais c'est pour te dire l'écart qu'il peut y avoir. Là. Pour moi, pour 4 $, là, je le produis, je pars de rien. Je le produis, je le transforme, je l'emballe, je le livre. Puis lui, bien souvent, il y a un code barre dessus. Tout ce qu'il fait, c'est nous autres qui le met sur le comptoir. Lui, il ne touche pas pantoute. Puis il est garanti. Puis lui, il prend son 47 %. Il dit, moi, je prends mon 47 %. Tout le monde fait ça, c'est normal. Mais là, tu sais, c'est comme, est-ce qu'elle est la justice là-dedans? Là? Moi, je ne peux pas prendre mon 47 % dans la production ni dans rien. Moi, il faut que j'arrive dans le prix. Puis si je le mets plus cher, le gars dit, ah, t'es pas dans le prix, fais-moi un spécial, fais-moi ci, fais-moi ça. Ça fait que c'est pour ça que la grosse chaîne, ils ont le gros bout, ils ont comme le gros bout du morceau. Puis nous autres, comme producteurs, comme ton producteur, il reste rien un producteur. La ferme type, là, c'est un producteur, il avait 15 vaches dans les années 70, puis il vivait avec ça. Puis 15 vaches qui donnaient 3000 litres de lait, là, ça ne faisait pas de lait. Là. Puis aujourd'hui, c'est 40 vaches par producteur. 40 vaches qui donnent 8000 litres là, de lait, là, 8 à 10 000 litres de lait. C'est-à-dire que ça prend un gros volume de lait pour faire vivre un producteur. Le producteur, souvent, il dit, le gars, il dit, il ne travaille pas plus. C'est vrai, le gars, des fois, il ne travaille pas plus que l'autre travaillait dans le temps parce que là, il y a de la mécanisation, mais on ne viendra pas en arrière, on ne viendra pas écurer à la fourche. Là. Il y a de la mécanisation pour aider la production, mais souvent, les gens, ils grossissent pour arriver. L'efficacité, nous autres, si on rajoute une terre, c'est parce qu'on se dit, ben là, on est capable de le faire, puis on a l'efficacité, ça va nous permettre de faire plus, mais là, on se fait de la charge de travail. On se fait comme de la charge de travail. C'est comme tu dis, bon, on va acheter une machine plus grosse pour réussir à faire mon travail, mais pour payer cette machine-là, ben, ça me prend un plus grand de terre, puis c'est comme un cercle vicieux, là. Puis c'est les gros. Finalement, c'est les producteurs, c'est les plus gros qui peuvent racheter les plus petits. Puis dans le contexte, si on est habituellement, un jeune qui veut commencer en agriculture, oublie ça, c'est impossible pour un jeune de commencer en agriculture. Ça dépend de l'approche. Nous autres, on essaie d'avoir une approche douce. Les gens, ils disent, moi, je me suis fait dire, ça fait longtemps que, à l'UPA, on a toujours été à l'UPA, ils disent, avant ça, tu n'étais pas parlable. Là, ils disent, tu es plus parlable. Bien, c'est pas toi qui es plus réceptif. Parce qu'avant ça, les gens, là, tu sais, le gars, c'est qu'une question de recette. Le gars, il suit les recettes de son agronome, puis il récolte, un exemple, 2 tonnes de céréales, puis il est content de son rendement, puis pour lui, c'est la recette, puis il arrose, puis il fait tout, puis ça va bien, puis il est content, puis le gars, il réussit quand même bien. Toi, tu arrives, tu fais rien de ce qu'il fait, puis des fois, tu vas arriver mieux que lui ou semblable à lui. Mais moins de rendement, mais tu arrives avec des chiffres. À ce temps, ils font des chiffres comparatifs des syndicats de gestion. À ce temps, ils appellent ça des groupes conseils. Nous autres, un exemple, les groupes comparatifs l'année passée dans les céréales, dans les producteurs de la région, mais on est arrivé en tête, les producteurs de céréales. Nous autres, on n'en fait pas de céréales. C'est pas notre... Mais le gars là, qui a la recette, là, qui fait ça fait 20 ans, là, puis lui, là, tu arrives, puis là, tu arrives les chiffres, toi, tu es meilleur que lui. Là. Puis c'est petit baveux à ton goût, là. Le gars, ça l'écœure. Ça fait comme l'écœuré, là. Il y a comme Mais par contre, le gars, il a dit, ben là, mais là, il y a la sensibilité. Les gens, ils s'aperçoivent qu'avec le temps, là, ben là, il y en a un comme il nous a dit l'autre fois, mais là, il dit, on vous regarde faire, ça fait 20 ans, là. Puis là, il dit, vous autres, vous continuez, puis nous autres, on veut rien vendre, puis on s'amende, puis ça n'arrive pas. Puis il dit, vous autres, ça a l'air, ça va bien, puis... Fait que là, il dit, à un moment donné, il dit, on va être obligé de regarder ce que vous faites, là. Je suis content de mon sort, là, mais ça reste que... C'est une question de justice sociale, un peu d'équilibre de social. Parce que tout le monde qui nous entoure, il vient un vétérinaire ici, le vétérinaire, il charge son prix, le prix que ça lui coûte pour vivre, puis le prix d'un vétérinaire. C'est normal, je n'ai rien contre. Mais pourquoi nous autres, on n'est pas capable de charger notre prix? Tu sais, on n'a pas notre coût de production. On n'est pas capable de le charger. Pourquoi? À cause
à cause que les Américains ils font du dumping puis ils nous embarquent du lait sur le dos, ben à cause, il y a tout le temps de raison, quand c'est pas une, c'est l'autre. Bien, mon père, dans les années 50, bien avant, ça avait toujours été bio. Les produits chimiques, c'était inexistant. En 50 à peu près, je pense qu'il m'avait dit que là, l'engrais chimique, les agronomes les ont suggéré fortement d'essayer les engrais chimiques. Puis mon père, comme tout le monde, a été tenté. Il a essayé ça, mais vitement, il s'est rendu compte que plus il mettait d'engrais chimiques, plus la plante en demandait, puis ça coûtait de plus en plus cher. Fait qu'il a vite stoppé ça, puis il a continué à faire ses composts. Puis là, il a fait longtemps l'association des deux. Ça, c'était une alternative qu'il avait trouvé qui était quand même bien efficace, là. Pas moitié-moitié, mais plus de compost, puis avec des petits ajouts d'engrais chimiques qui étaient surtout l'azote. C'était pour les grands champs. Bien, c'est de l'agriculture naturelle, sans aucun produit chimique. C'est ce que faisaient mes arrières, puis mes grands-parents, puis mes parents au début. Avant de mettre l'engrais chimique, ils cultivaient sans produits chimiques. Puis ils travaillaient beaucoup avec le compost, les engrais verts. Les engrais verts, c'est pas d'aujourd'hui. Dans le Moyen-Âge, ils faisaient ça, des engrais verts. Fait que c'est un qu'on revient aux sources, qu'on cultive sans utiliser des produits chimiques. OK. Puis les vaches aussi. C'est le bœuf bio, ben c'est la production de bœuf que les vaches mangent que du bio. OK. Ils mangent au pâturage qui sont tous biologiques. Ils ont du fourrage bio, des grains biologiques qu'on produit directement sur la ferme. Ils n'ont aucun produit, aucune injection d'antibiotiques ou de vaccins. Ils ne reçoivent rien. Et puis depuis 10 ans, on a un troupeau fermé. Aucun animal vient de l'extérieur, fait que c'est fermé. On a moins de risques de contamination qui vient d'ailleurs. Et puis, on n'a plus besoin de vétérinaire. C'est ça qui était génial parce que le système immunitaire des animaux a monté en flèche. Puis maintenant, les animaux sont en bonne santé, les veaux arrivent. On n'a même pas besoin d'aider la vache au vêlage. Qu'au début, quand on a acheté des vaches, il fallait les aider à véler parce que les veaux étaient trop gros, les vaches pas assez grosses. Fait que là, maintenant, les veaux arrivent plus petits, mais ils n'ont pas de misère au vêlage. Puis ça fait un troupeau qui est bien en harmonie avec la nature. Ils ont grand pâturage, ils bouffent ce qu'ils veulent. Hein. Les animaux, c'est bien intelligent. Ils vont manger ce qu'ils ont besoin dans le pâturage. On a des vieilles prairies, puis les animaux vont manger les plantes qu'ils ont besoin dedans. Puis il paraît que notre viande goûte qu'est-ce que la vache mange. Puis elle goûte un petit peu les fleurs, un petit peu les herbes, un petit peu aussi. Les gastronomes nous disent que notre viande est extraordinaire. Okay. Eux autres, c'est tellement boosté, ils viennent qu'ils sont débalancés. C'est ça. Tandis que là, tout est balancé avec nos choses biologiques. Fait que le système immunitaire vient qui est très fort. À ce moment-là, la vache a moins de problèmes. Okay. C'est comme l'être humain. Une bonne vache en santé, ça l'éloigne les maladies. Les maladies. Pour éliminer les mauvaises herbes, on fait des faux semis. On prépare tout notre sol pour semer, puis on ne sème pas. Fait que là, les mauvaises herbes sortent toutes, puis on retravaille le sol. Fait qu'on élimine bien du stock. Il y a plein de trucs qu'il faut savoir en agriculture bio. L'agriculture chimique puis l'agriculture bio, la différence, c'est que nous, on ensemence la terre avec des micro-organismes, que la terre, ça devient le garde-manger de la plante. Tandis que l'agriculture chimique, c'est que l'engrais chimique, elle arrive directement à la plante. La plante n'a pas besoin de chercher dans le sol, elle attend sa petite apport de nourriture à tous les jours ou peu importe. Tandis que l'agriculture bio, c'est ça, il faut travailler notre sol, il faut que notre sol ait tous les ingrédients nécessaires pour faire pousser nos plants. C'est pour ça que l'agriculture biologique aussi, les aliments bio coûtent plus cher, c'est qu'on est obligé de faire beaucoup de choses manuellement. On n'a pas d'herbicides en bio, là, les herbicides chimiques qu'ils mettent dans les produits chimiques pour éliminer les mauvaises herbes sur toutes les productions. C'est un herbicide pour tout. Tandis que nous, on n'a pas d'herbicide, fait qu'il faut tout désherber à la main. Pour laisser la chance à la plante de grossir, il faut enlever les mauvaises herbes. Fait que c'est pour ça aussi qu'on a beaucoup plus de main-d'œuvre. C'est pour ça que ça coûte plus cher aussi. Certains légumes vont produire moins en culture bio parce que justement, on les booste pas, on les laisse aller selon leur nature.
qui donnent la production qu'ils sont supposés de donner. Comme dans les tomates de serre, je pense qu'un plant de tomates de serre en chimique peut donner une trentaine de livres, puis nous, en bio, quand ça a donné 15 livres, là, c'est un bon plant. OK. Fait que, mais le goût, la saveur, la valeur alimentaire de ce légume-là n'est pas du tout la même. Là. Ça vaut tellement plus cher. C'est pas c'est pas les légumes bio qui coûtent trop cher, c'est les légumes chimiques qui coûtent beaucoup trop cher pour qu'est-ce qu'il y a dedans. Ils valent rien finalement. Ils nous nourrissent, mais là, ça, c'est peut-être pas bien beau à dire. Ils nous nourrissent le corps, mais tu sais, ils nous emplissent, mais ils nous nourrissent pas finalement, là, tu sais. Donc, ben, c'est ça. C'est le côté nutritionnel du légume. Nous, on veut se nourrir pour se nourrir. On veut manger pour se nourrir et non pas juste pour s'empiffrer, là. Fait que c'est ça. Le légume bio, c'est ça la différence. C'est que ça nous nourrit bien. On n'a pas besoin d'en manger des quantités grosses pour avoir la même nutrition. On peut manger juste un petit peu, puis on va avoir tout ce qu'il faut. Mais c'est sûr que les légumes bio coûtent plus cher, parce qu'ils valent plus cher. Mais pour convaincre quelqu'un aussi, si tu achètes des légumes chimiques, on en voit, là, j'ai des expériences de clients qui m'ont dit c'est sûr qu'on achète du chimique, des légumes chimiques, on en achète plus, parce que souvent, ils sont vendus en plus grande quantité, puis c'est moins cher, mais on achète. On en gaspille la moitié parce qu'ils ne se gardent pas longtemps. Puis au bout du compte, quand tu calcules, si tu achètes un panier de légumes bio, ça ne te coûte pas plus cher que tu les manges toutes parce que tu en as moins, puis ils sont de meilleure qualité, puis ils sont bons. Ils sont tellement bons que les enfants, ils n'ont pas de difficulté à manger des légumes parce qu'ils ont du bon goût. Puis ça nous incite aussi à cuisiner, à faire des bons petits plats, puis c'est meilleur au goût. Il y a bien des pesticides, ça, genre. Mais tu vas rire, hein? Mais quand je suis en quelque part, là, je peux tout de suite détecter s'il y a quelque chose qui est dans l'air. Une fois, j'étais au centre d'accueil où je travaille, j'ai dit à quelqu'un, hey, il y a un produit chimique dans l'air, moi je le sens, ça me gargouille dans la gorge, puis tout ça. Puis là, ils ont dit, ben non, tu fabules, là, il n'y a rien, il n'y a rien. Puis à un moment donné, tout de suite, il y avait un gars qui travaillait sur la couverture, puis il a dit, fermez toutes vos fenêtres parce qu'on est en train de mettre un produit chimique parce qu'il y avait des bébés de sa couverture qui étaient imprégnés. Puis il shootait tout ça, puis ça rentrait par en dedans, mais c'était comme inodore, mais il a dit, c'est pas tellement bon pour la santé, fait que fermez vos fenêtres. Puis moi, tout de suite, je l'avais détecté. Mais j'ai une sensibilité aux produits chimiques, c'est pour ça aussi que je suis dans le bio. Bien, je vais vous conter une anecdote là, qui s'est produite chez nous, ici, au kiosque. On vendait au kiosque à la ferme. Et puis, il y a une cliente qui est arrivée, une nouvelle cliente que je connaissais pas du tout, qui est arrivée comme ça, tout bonnement. Puis, je savais pas, moi, que c'était une gastronome. Puis, elle est arrivée, puis elle connaissait rien dans le bio. Pendant tout, elle a arrêté par hasard parce qu'elle avait vu tomate, tout ça. Mais là, je l'ai fait goûter. Puis, en goûtant, elle a dit, ça n'a pas rapport avec qu'est-ce que je mange d'habitude. C'était le goût. Elle n'avait pas une sensibilisation par rapport à la santé, là. C'était une femme qui goûtait à tout, puis qui aimait manger, puis tout ça. Puis là, quand elle goûtait à ça, elle a dit « Hop, c'est pas pareil, pas tout à ce que j'ai déjà goûté. » Puis j'y faisais goûter des tomates toutes seules, des concombres toutes seules. Fait qu'elle, elle a vraiment vu la différence. Puis ça, j'étais bien contente parce que c'est dur à dire aux gens, manger bio, c'est meilleur. C'est meilleur pour la santé, ça, tout le monde le sait. Parce que la valeur nutritionnelle n'est pas diluée, là. Tous les ingrédients dans les aliments sont concentrés. Fait que ça, pour la santé, c'est meilleur, mais pour le goût aussi, c'est de plus haute gamme, comme si tu goûtes une carotte ordinaire qui a été produite dans des produits chimiques, surtout les légumes racines, on sait qu'ils vont gober tout ce qui traîne dans le sol. Hein? Puis s'ils rajoutent, ça n'a presque pas besoin de fertilisants sur les légumes racines comme la carotte, les navets, les betteraves, tout ça, ça pousse, ça ramasse ce qui traîne dans le sol. Puis si tu as bien des produits chimiques, bien, ils vont tous ramasser ça. Puis quand tu manges une carotte ou une betterave ou un oignon qui est fait chimiquement, il va goûter des produits chimiques. Il ne goûte pas du tout la vraie nature de l'aliment. Mais je sais que bien, maintenant, de plus en plus, les légumes bio, les producteurs bio sont de plus en plus productifs, puis on a des meilleures méthodes de production. Fait que les légumes bio, des fois, sont aussi beaux, sinon plus beaux que les légumes chimiques. C'est sûr qu'en fait une production, des fois, ils sont moins beaux, mais là, moi, j'avais des courges qui étaient extraordinaires. Il n'y a même pas un petit défaut après. Il y a des produits biologiques qu'on peut utiliser contre les insectes. Les insecticides bio qu'on utilise qui détruisent toutes les larves dans les choux, chou-fleurs, brocolis. Fait qu'on peut avoir des aussi beaux légumes maintenant, puis qui sont de bien bonne qualité, de meilleure qualité. C'est quoi les moyens de commercialisation des produits bio au Québec? Ah, bien, nous autres,
je te parle de notre expérience à nous, là. On a commencé petit, qu'on vendait ici au kiosque à la ferme. Après ça, on a vendu un petit peu dans les marchés, les épiceries, là, tout ça. Puis on n'aimait pas tellement ça parce que c'était toujours le marchand qui avait le gros bout du bâton. Là. Quand il ne voulait pas en acheter, il n'en achetait pas. Il n'en achetait pas ou quand on avait beaucoup, il n'en voulait pas ou il voulait baisser le prix. Fait que c'était pas rentable. Et puis après ça, bien, il est venu l'agriculture soutenue par la communauté. La première année, on a suggéré à 25 de nos clients de prendre un panier de légumes par semaine. On avait établi un plan que les gens payent à l'avance et puis qu'ils reçoivent pendant 20 semaines. On le fait pendant 20 semaines, les paniers de légumes. Et puis ces 25 personnes-là ont aimé ça. La première année, on en avait 25. L'année d'après, ça a monté à 50, 75. Maintenant, on a 200 familles qui sont abonnées à nos paniers santé. Et puis, c'est la manière qu'on a trouvé qui était le plus rentable parce qu'ils payent d'avance. Parce que quand on arrive avec nos premières tomates, nous autres, qui sont prêtes, nos premiers légumes, là, la marge de crédit est déjà pleine au bout. Fait que quand ils nous payent le premier versement, on peut clairer la marge de crédit. Fait que c'est pour ça qu'on appelle ça l'agriculture soutenue par la communauté. C'est vraiment la communauté qui soutient les agriculteurs bio. C'est vraiment la meilleure manière de fonctionner maintenant, là. Tous les producteurs bio qui réussissent bien, là, comme nous, là. Bien, qui s'en sortent finalement parce que c'est vraiment la communauté qui nous a aidés à pouvoir continuer, sinon on aurait arrêté. Régent travaille fort, moi aussi. Les enfants ont participé, tous les enfants ont participé à aider. Ils travaillaient au kiosque, bien gros, qui vendaient. Ils nous aidaient à préparer les paniers. Puis ils faisaient beaucoup de bénévolat avec nous autres, tout ça. Fait que ça a fait qu'on a pu s'en sortir. Puis si je vois aussi des producteurs aujourd'hui qui s'en sortent bien, comme la Terre ferme, là, bien aussi, ils travaillent, ils en mettent des heures, puis c'est pas du monde qui se plaigne tout le temps, là, qui ont trop de jobs, là. Ils travaillent. C'est sûr que c'est un métier qui est pas facile. C'est pas plus dur que d'autres métiers. Je pense que ceux qui ont des dépanneurs, c'est pas plus facile. Ils travaillent des longues heures, puis ceux qui travaillent n'importe où, il n'y a pas un métier qui a des beaux côtés. T'sais. Nous autres, on a des beaux côtés, puis le côté qui est moins beau, c'est le travail physique, là. Mais on est capable. C'est pour ça qu'on a choisi ça. On a fait un choix. On voulait vivre au grand air. On voulait avoir un bel environnement. Je voulais être sur la ferme de mes arrières puis parents qui ont mis beaucoup de travail, de la sueur de leur travail qui est ici. Fait que je voulais continuer ça parce que je voudrais bien transmettre ça à mes enfants, la ferme, là. Ils ne sont pas encore intéressés à poursuivre ça. Ils n'ont pas fait d'autres expériences de vie, mais qu'ils passent un petit peu partout, peut-être qu'ils vont revenir ici à la ferme. Là. Mais regarde, il y a des chercheurs, tu as sûrement vu ça, des émissions qui ont passé là-dessus. Moi, j'ai plus vu des entrevues qu'il y avait eu à télé. Le chercheur qui a nourri des rats avec des aliments, des légumes transformés génétiquement, qui les a nourris, puis avec des grains génétiquement transformés. Puis à un moment donné, ces rats, ils mouraient tous. Puis à analyser leur intérieur, tous leurs organes internes ne s'étaient pas développés. Ils étaient restés comme miniatures, puis les rats mouraient. Il a dit ça à la télévision, supposément que le lendemain, il a perdu sa job. Mais moi, je travaille pas pour les autres. Fait que c'est pour ça que c'est épeurant un petit peu, parce qu'on ne sait pas. Alors, cette question-là a été formulée conjointement par l'Union paysanne et par Équiterre. Première chose, j'aimerais l'introduire en disant qu'il faut se rappeler que l'activité agricole vise la production des aliments, ce qui est important de se rappeler. Donc, considérant que la production agricole est la principale source de pollution de milieux aquatiques au Canada, considérant que les 475 millions de dollars dépensés annuellement par le gouvernement du Québec en agriculture proviennent des taxes et impôts de tous les contribuables du Québec, considérant que des études de plus en plus nombreuses tentent à démontrer les avantages de la production agricole biologique, tant en termes de rendement, de qualité des aliments, de sauvegarde des terres agricoles, d'environnement et de dépenses de l'État, considérant qu'un nombre grandissant de consommateurs mangent bio, mais que le prix reste un obstacle majeur à son expansion, considérant que 81% des citoyens sont favorables à un soutien de l'État pour aider les fermes à ne plus utiliser de pesticides et d'engrais chimiques,
Et ça découle d'un sondage qu'Équiterre a fait avec la Maison Crop en 2000. Et finalement, considérant que l'État québécois vient à juste titre d'interdire l'usage des pesticides pour des fins esthétiques, mais qu'au Québec, 80% des pesticides sont encore vendus pour produire les aliments que nous mangeons, la question est, qu'entendez-vous faire pour favoriser la transition et l'application de pratiques agricoles responsables, notamment bio, vouées à la production d'aliments pour les citoyens contribuables? Pour commencer, première chose que je peux dire par rapport à toute la problématique avant même de commerce équitable, je parle d'agriculture et d'OGM. Nous parlons d'interdire les OGM. Pourquoi? Parce que les OGM ne sont pas compatibles avec l'autre agriculture, qu'elle soit raisonnée ou biologique. Ce n'est pas juste une question de santé publique, parce que ça nous prendrait de 25 à 50 ans avant de savoir si des OGM peuvent être dommageables pour la santé. Il n'y a aucune compagnie pharmaceutique qui veut même faire ce genre d'études-là. Alors, interdire les OGM pour aller vraiment dans une pratique écologique de l'agriculture. On parle, parce qu'il était temps à un moment donné de modifier ces habitudes-là. C'est pas tant les agriculteurs, hein, je veux vraiment pas, c'est pas vraiment les agriculteurs tant que le système qui les oblige un peu. Quand je parle de système, c'est pas le système capitaliste ou quoi que ce soit, mais je parle du système au niveau des subventions, le système au niveau des compagnies qui fournissent le grain, fournissent les engrais, finalement sont menottés par tous ces gens-là. On parle aussi d'uniformiser l'étiquetage des aliments afin justement d'inclure la présence ou non d'OGM dans ces produits-là. On parle aussi de l'origine, de la méthode de production, des dommages sur l'environnement. On parle au niveau de l'agriculture d'octroyer, en fonction des méthodes de production agricole, je parle de production agricole raisonnée, on s'entend. Raisonnée, c'est quoi? C'est essentiellement la méthode conventionnelle en utilisant le moins possible de pesticides. Et surtout l'agriculture, on doit majorer les subventions, l'aide financière par rapport à ces pratiques-là. Ce n'est pas par rapport au chiffre d'affaires. Il est important de remodifier justement tout l'ensemble de l'économie agricole au Québec. On parle de projet de société, on parle de société distincte. Je pense que c'est une belle façon de le rendre distinct. C'est une belle façon de pouvoir dire au restant de l'Amérique du Nord, on est différents, nous, dans nos pratiques agricoles, dans ce qu'on mange aussi, finalement, dans ce qui est dans nos campagnes. On parle aussi d'appuyer, vous allez me traiter de racoleur, mais on parle d'appuyer l'agriculture soutenue par la communauté. Parce que, entre autres, je fais partie, l'été, je suis justement associé à un agriculteur. On parle aussi de créer une subvention pour reconvertir les agriculteurs conventionnels vers le biologique. On parle d'une augmentation de 10 % dans un mandat. Et c'est raisonnable. C'est vraiment raisonnable parce que si on ne se fixe pas de ce genre d'objectif-là, on ne le fera jamais. Ça existe en Allemagne, entre autres, devinez pourquoi? Parce qu'il y a un parti vert, justement, qui est au gouvernement là-bas. C'est pour ça que ça se fait. Excusez-moi, j'ai un peu chaud. On parle aussi, et je pense qu'il y en a quelques-uns qui vont sourire, justement, de supprimer le monopole syndical au niveau agricole. C'était normal un peu d'avoir ce monopole-là au début des années 70. Il était temps maintenant d'entrer au 21e siècle. Il était temps de modifier. On est une société quand même assez solide maintenant au Québec. Grâce à ce système-là, maintenant, il faut le modifier. Commerce équitable. Nous parlons de faire un équitaxe. Un équitaxe, c'est quoi? C'est qu'on calcule le coût social et environnemental. Nous, on appelle ça le coût écologique, mais ça me paraît pour que tout le monde comprenne, on le spécifie. Social et environnemental des produits. Je donne un exemple au niveau industriel. Le magnésium qui était produit à asbestos était un peu plus équitable que celui qui est présentement fabriqué en Chine. Pourquoi? Bien, simplement, les conditions sociales sont exécrables, les conditions environnementales sont assez exécrables en Chine. On devrait donc, logiquement, taxer celui qui provient de Chine, à comparer à celui qui est produit ici au Québec. Au niveau, on va dire que c'est une politique protectionniste, pas vraiment. Pourquoi? Parce que les produits, je veux dire, une mangue, c'est très difficilement produisible ici au Québec. Bien, une mangue équitable devrait être moins taxée qu'une autre mangue qui ne l'est pas.
Cette équitaxe fonctionnerait justement par rapport à ça. Il est certain qu'on ne pourrait jamais arriver au même prix que le produit équitable. Mais le but est d'éduquer les gens, d'inciter les gens à aller sur ce produit-là. S'il y a une différence de quelques sous, parce que des fois ça fait une différence peut-être au niveau de la fin de la semaine, mais c'est un incitatif parce qu'il faut modifier notre économie. Parce que, comme je le répète encore, si on ne le fait pas, on ne se rendra pas au 22e siècle. Monsieur François Baudouin, du Parti libéral. Merci. On va commencer par les OGM. Il n'est pas question de notre côté d'interdire la culture des OGM d'aucune manière parce que ça peut être utile dans certains cas. La question qui est, c'est de faire en sorte que les consommateurs connaissent exactement ce qu'ils consomment. C'est-à-dire de rendre obligatoire l'étiquetage de tous les aliments contenant des OGM, qu'il s'agisse d'aliments non transformés, d'aliments transformés ou d'intrants utilisés dans la transformation. Donc, je ne sais pas au niveau de l'interdiction, mais de faire en sorte que les consommateurs sachent exactement ce qu'ils consomment. Deuxièmement, il est important d'accélérer l'installation des systèmes obligatoires de traçabilité, afin d'offrir aux consommateurs l'information relative à la provenance ainsi qu'au type d'aliment effectué, et savoir faire un meilleur contrôle aussi des étiquettes, vérifier que les étiquettes correspondent réellement à ce qu'il y a en termes de traçabilité de l'OGM. Sur la question de l'agriculture biologique, vous savez tous que les mécanismes de subvention défavorisent l'agriculture biologique parce qu'elles sont basées essentiellement sur des critères de rendement et c'est des critères de production. Il s'agit de les modifier pour faire en sorte que les programmes de soutien au monde agricole tiennent compte aussi de ce nouveau type d'agriculture qui est l'agriculture biologique. En ce qui a trait à il y a une question qui est importante et qui est la protection du patrimoine génétique. Vous comprenez bien qu'on ne peut pas faire de l'agriculture biologique en même temps qu'on va faire des agricultures qui soient avec des OGM, parce que le vent transporte les pollens. Actuellement, le poids de ce qu'on appelle les barrières pour éviter, pour protéger en quelque sorte le patrimoine génétique et sur le poids unique des agriculteurs biologiques. Il s'agit de renverser aussi cette tendance, que ce soit un poids qui soit partagé entre les producteurs agricoles. Le moratoire sur la culture des OGM ne figure pas à notre plateforme politique. Nous estimons qu'il y a encore de la place pour la conciliation entre des questions d'occupation du territoire, de développement économique et de préoccupation environnementale, et que la priorité n'est pas aller à ce jour au bannissement des OGM. Ça ne fait pas partie non plus de notre plateforme politique. Sur la question du marquage des OGM, je pense que nous y sommes rendus. Nous avons mis beaucoup d'efforts sur la question de la traçabilité pour s'assurer d'abord de la santé animale et de la qualité de ce qu'on achète sur les tablettes. Aujourd'hui, on est capable, de la ferme à la tablette, de suivre la chaîne de production. Ces équipements et ces technologies n'existaient pas il y a quelques années. Nous sommes maintenant au rendez-vous. Je pense que c'est tout à fait possible de penser qu'on peut arriver à l'étiquetage des OGM. Je suis personnellement favorable. J'ai beaucoup milité en faveur de cette idée-là et d'essayer de l'organiser dans la réalité. Oui, juste une affaire, M. Poitras, vous voulez la souveraineté. Si vous voulez avoir un sujet où les gens vont vous suivre au Québec, c'est celui-là. OK? Je vous jure, vous êtes certain que nous, la plupart des Québécois, on va dire oui parce qu'on en veut pas ici. C'est évident que c'est un cheval de la base qui est ferme. Sur la question des OGM, je pense que notre défi, ce n'est pas de se convaincre entre nous ici. Le grand défi environnemental pour la suite des choses, c'est dans notre capacité de dialoguer, de s'organiser pour faire entendre des points de vue, de faire en sorte que les points de vue scientifiques aient leur place, mais pas toute la place,
et la capacité de jouer dans des jeux de pouvoir complexes l'appel à la vision à long terme. Et ça demande du temps, de l'éducation. Aujourd'hui, il y a des choses que nous avons pu faire, qui étaient réclamées depuis 20 ans. Pourquoi avons-nous pu le faire? Parce que nous étions à maturité pour y arriver. Si aujourd'hui des réponses vous semblent insatisfaisantes, je regrette de ne pas pouvoir aller plus loin. Mais ce n'est pas pour autant qu'on ne peut pas continuer de parler, de plaider et de s'exprimer. Et la société québécoise bouge. Nous ne sommes pas dans une société bloquée. Elle bouge en environnement comme dans d'autres sujets. La question à l'élection, c'est de savoir dans quel sens on veut qu'elle bouge. Des grandes idées progressistes portées en Amérique du Nord, dont l'équité salariale, dont le bannissement des pesticides, dont le statut de l'eau chose publique. Ce sont des exemples qui ne trouvent écho dans aucun autre État au Canada. Est-ce que nous sommes sclérosés loin de...